Avec Wilhelm Hammershøi et son beau-frère Peter Ilsted, Carl Olse fit partie du mouvement moderniste de l'exposition libre, qui sera appelé plus tard l'école de l'intérieur de Copenhague par les historiens. Le groupe avait été fondé par Hammershøi en opposition à l'art officiel, l'une de ses peintures ayant été refusée au salon de Charlottenborg. Le but commun était de sublimer la vie intérieure par le biais de petites scènes intimistes peuplées d'un personnage le plus souvent féminin et solitaire. Si les toiles de Carl Olse n'ont pas le mystère de celles d'Hammershøi, leur beauté lyrique a tout de même de quoi ravir le regard. On ne niera pas qu'il s'agit d'une vision purement subjective de la peinture comme de la vie, un tantinet bourgeoise et austère, mais également rêveuse, silencieuse et secrète, pudique et feutrée. On est évidemment tenté d'épiloguer sur ce qui fait la différence entre les deux peintres, alors que leurs sujets sont communs. Je pense pour ma part que la vérité est prosaïque et qu'elle tient à la dissemblance de leur caractère. Hammershøi est franchement introverti, là où Olse est presque expansif. Hammershøi peint et sublime une vie intérieure qui lui est propre et que partage son épouse. Olse s'invente une existence calme et retirée qui n'est pas la sienne, pour séduisante qu'elle soit. C'est cette différence de caractère qui fait que les décors de l'un semblent surchargés comparés à ceux de l'autre. Hammershøi peint le vide, son compère peint le plein. Si l'on oublie que la marque de Wilhelm Hammershøi est un mystère qui peut parfois confiner au malaise, tandis que celle de Carl Olse est une sérénité qui flirte avec la mièvrerie sans jamais y tomber, leur proximité saute alors aux yeux, une même troublante immobilité des personnages et des objets, une même visible fascination à la fois pour Vermeer et pour Whistler, une même gamme chromatique réduite à quelques gris colorés, une même volonté d'arrêter le temps et d'imposer un univers qui se situe à la marge de leur époque. Mais c'est ainsi. Ce qui tient du talent chez Hammershøi tient du système chez Olse. Il suffit pour s'en convaincre de comparer deux scènes d'intérieur vierges de personnages. Alors que chez Hammershøi le mystère reste entier, la peinture chez Olse semble n'être plus que décorative. Elle se vide de toute tension. Cela répond d'ailleurs à une volonté que l'on peut qualifier de politique. Plus qu'Hammershøi, Olse souhaitait en effet en finir avec la sentimentalité héritée de l'âge d'or et en appeler à cette forme de quiétude mystique que l'on trouve dans les scènes d'intérieur des maîtres flamands, Jan Vermeer et Peter de Hoor en tête. Fils d'un architecte fameux au Danemark, auquel on doit en particulier de nombreuses stations ferroviaires, Olse s'était inscrit au cours libre que donnait à l'Académie des Beaux-Arts de Copenhague l'impressionniste Peder Krøyer, l'un des artistes ayant fondé la communauté de Skagen. C'est là qu'il fit la connaissance de Peter Ilsted et de Wilhelm Hammershøi, avec lesquels la symbiose fut immédiate. Si les trois peintres se sont bien sûr mutuellement inspirés, s'ils ont été guidés par un même souci de restituer les effets de la lumière sur la matière, je dirais qu'au contraire de ses compères qui privilégièrent les personnages, Olse donna la primeur aux objets, leur permettant ainsi d'être animés d'une vie personnelle. C'est assez rare pour être signalé, je n'ai trouvé aucune vue de l'atelier de l'artiste dans ses peintures. Comme si, pour lui, l'atelier n'était pas la vie, mais l'endroit où on la reproduit. Alors tout s'éclaire. Si Carl Olse peint ses personnages de dos, c'est par amour pour eux, parce que cet amour lui interdit de les importuner et que sa pudeur lui ordonne de respecter leur intimité. Un dos est aussi, sinon plus vrai qu'un visage, un dos est un portrait vérité qui respecte la modestie et les secrets de la personne représentée. C'est l'absence de visage qui fait de nous les témoins muets d'une impénétrable intériorité.